Le fil info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. L'Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw essuie une défaite en justice contre son ancienne directrice. Le juge Lord Stang a rejeté la demande de l'Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw contre son ancienne directrice communautaire Corinne Dourlan. L'organisme lui reprochait de ne pas avoir rendu de l'équipement qui lui avait été fourni pour l'accomplissement de ses tâches, dont son ordinateur portable et son téléphone cellulaire. Dans sa décision, le juge Lloyd a indiqué que l'Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw doit rembourser la somme de 454,28 $ à Madame Dourlan au titre de frais et dépenses. Corinne Dourlan était la directrice communautaire de l'organisme de septembre 2019 jusqu'à son licenciement en novembre 2020. Le juge devait ainsi, dans le cadre du litige, déterminer si Corinne Dourlan avait bel et bien conservé des équipements de travail. Le cas échéant, le juge devait également déterminer si l'association communautaire fransaskoise de Moose Jaw avait droit à l'octroi de dommages-intérêts. La Cour a finalement donné raison à Corinne Dourlan. Dans sa décision, le juge Lord Stang affirme que le témoignage de l'ancienne directrice communautaire était très crédible et fiable. Corinne Dourlan se dit soulagée du dénouement de cette affaire. Elle soutient toutefois que cette décision ne permet pas de guérir toutes les plaies car cette affaire est devenue quelque chose de tellement gros. Ce n'est pas la première que l'organisme et Corinne Dourlan croisent le fer. En mars 2021, le ministère des Relations et de la Sécurité en milieu de travail, Labor Relations and Workplace Safety, avait demandé à l'Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw d'indemniser son ancienne directrice. L'Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw avait pour sa part tenté de prouver que son ancienne directrice avait repris l'équipement après l'avoir initialement rendu à l'organisme. Le juge a affirmé dans sa décision que l'ensemble de ces preuves circonstancielles est peu convaincant. Ottawa investit 2,3 millions de $ dans le programme du bassin du lac Winnipeg. Le gouvernement fédéral investira plus de 2,3 millions de $ pour soutenir 17 projets dans le cadre du programme du bassin du lac Winnipeg. Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, a indiqué que ce fonds sera alloué sur une période de 2 ans. Cet investissement s'inscrit dans le plan d'action sur l'eau douce du Canada qui a pour but de protéger et de gérer les écosystèmes d'eau douce, notamment le bassin du lac Winnipeg. L'Université du Manitoba, Rootstock Resources et l'Association manitobaine des bassins versants sont parmi les organismes qui recevront une partie de ce fonds de 2,3 millions de $. L'Université du Manitoba recevra 65 000 $ de cet argent au cours des 2 ans afin de continuer à faire progresser le partage de données et de connaissances dans la préservation d'eau. Pour que les gens se préoccupent de l'eau et comprennent quels sont les problèmes, ils ont besoin de données traduites en informations qu'ils peuvent comprendre et utilisées pour prendre des mesures afin d'améliorer leurs écosystèmes, indique Claire Hébert, la coordonnatrice du Réseau canadien d'information sur les bassins versants à l'Université du Manitoba. L'Association manitobaine des bassins versants recevra quant à elle près de 205 000 $ sur une période de 2 ans pour soutenir les efforts déployés dans 4 districts hydrographiques en vue de protéger la qualité de l'eau et de réduire la charge en nutriments. Rootstock Resources recevra plus de 160 000 $ au cours des 2 prochaines années et collaborera avec la Première Nation de Swan Lake et des organisations de conservation pour améliorer la santé du bassin hydrographique à Swan Lake et dans les environs. Le président de Rootstock Resources, Derek Cornelens, mentionne qu'il s'agit d'établir des relations avec des jeunes autochtones et non autochtones, mais aussi de faire venir des scientifiques et des partenaires occidentaux. Un consortium autochtone investit dans des pipelines de TC Energy. L'entreprise TC Energy a signé une entente avec un consortium de communautés autochtones de l'Ouest canadien pour lui céder une partie de la propriété de ses actifs pour 1 milliard de $. L'arrangement pourrait permettre à 72 communautés de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique de posséder 5,34% des réseaux de gazoducs NGTL et Foothills de TC Energy. C'est ce qu'affirme l'entreprise dans un communiqué. Les 2 systèmes qui comptent plus de 25 000 km de pipeline relient les sites d'exploitation gazière du nord-est de la Colombie-Britannique et de l'Alberta aux consommateurs canadiens et au marché américain. En conférence de presse, le chef Roy Fox de la nation Kainai a indiqué que cet investissement était un exemple concret et parfait de la collaboration possible entre des gouvernements autochtones provinciaux et l'industrie. Lee Tom, conseiller de l'établissement Métis Kikino, mentionne l'importance de ce partenariat qui priorise les
besoins des communautés autochtones, mais qui construit aussi des investissements durables pour le futur. L'entente, dont le prêt est garanti pour l'Alberta Indigenous Opportunity Corporation, sera présentée à toutes les communautés autochtones à proximité des gazoducs. Selon le communiqué, celles-ci auront le choix de s'y joindre ou non sans que cela ne compromette la vente. Selon la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, plusieurs communautés dans les 3 provinces ont déjà exprimé leur fort intérêt à participer au partenariat. Le PDG de TC Energy, François Poirier, a reconnu que ce type de partenariat aurait dû se faire depuis des années. Pour TC Energy, l'entente est aussi une façon d'alléger sa dette estimée à 52,9 milliards de dollars en 2023. Selon le rapport annuel de la compagnie, l'accord qui devrait se conclure à l'automne permet à l'entreprise TC Energy de réaliser l'objectif qu'elle s'est fixé de vendre 3 milliards de dollars d'actifs cette année. La lutte contre les feux de forêt en Colombie-Britannique, facilitée par le temps frais. Des centaines de Britanno-Colombiens sont toujours sous le coup d'un ordre d'évacuation mardi, même si des conditions plus fraîches et plus humides devraient améliorer la situation. De nouvelles averses et un temps plus frais lundi ont offert un soulagement par rapport aux conditions chaudes et sèches récentes qui ont intensifié les incendies en Colombie-Britannique. Cette météo a facilité l'extinction des incendies selon le service de lutte contre les feux de forêt de la Colombie-Britannique, BC Wildfire. Les pompiers restent toutefois vigilants face au vent et aux orages. Au début de la journée de mardi, BC Wildfire avait recensé près de 350 feux de forêt actifs, dont 44 ont été déclarés éteints au cours des dernières 24 heures, tandis que 6 nouveaux incendies se sont déclarés. Plus de 1500 pompiers sont sur le terrain pour lutter contre les incendies selon BC Wildfire. Bowen Ma, la ministre de la gestion des urgences et de la préparation au plan climatique de la Colombie-Britannique, et le ministre des Forêts Bruce Ralston ont fait le point sur la situation des incendies de forêt dans la province mardi matin. Environ 1350 personnes sont sous un ordre d'évacuation, principalement dans le district régional de Central Kootenay, et 2800 personnes sont sous le coup d'une alerte à l'évacuation. L'ordre d'évacuation pour le village de Slowkent dans Kootenay West, qui compte environ 380 habitants, demeure en vigueur. Plusieurs feux de forêt non maîtrisés brûlent à proximité. 2 d'entre eux, les feux d'Alwyn Creek et de Comonco Creek, sont considérés comme préoccupants, ce qui signifie qu'ils sont très visibles ou qu'ils représentent une menace pour la sécurité publique. Le directeur des opérations provinciales de BC Wildfire, Cliff Chapman, a indiqué qu'une crête anticyclonique pourrait se former au-dessus de la Colombie-Britannique d'ici la fin de semaine. Assemblée annuelle de la Nation des Nez au territoire du Nord-Ouest, des actions pour préserver le bassin versant, la tenue d'un forum sur le bassin versant du Mackenzie et le support à des actions pour sa préservation ont fait l'objet d'une résolution de la 54e Assemblée générale de la Nation des Nez le 26 juillet dernier. Candidat au poste de chef national, Jerry Chesey a fait de la protection du bassin versant du Mackenzie un élément important de sa plateforme électorale. La résolution a été avancée par le chef du conseil de Bandinuvik, Robert Charlie, et secondée par le chef de la Première Nation de Smith Landing, Tayden Paulette. Elle a pour prémisse les barrages hydroélectriques en Colombie-Britannique et les développements de l'industrie pétrolière qui produisent un grand stress sur le mode de vie des Nez et sur l'environnement et constituent une brèche dans nos traités et dans l'honneur de la couronne. La résolution vise à organiser un forum permettant aux aînés et aux utilisateurs du territoire de témoigner des impacts du bas niveau de l'eau sur la biodiversité et le mode de vie. Ce forum servira à documenter le dialogue des Dénés avec les parties prenantes et les décideurs. Les Dénés ont voté un appui à toutes les communautés qui entreprennent des actions politiques ou légales pour changer favorablement l'état du bassin versant. Les représentants de la Première Nation Athabasca-Chipewyan étaient présents lors de l'Assemblée générale annuelle qui prenait place à Deta. Une autre résolution a été adoptée pour demander un partage des redevances de l'industrie diamantifère et des autres industries. Il a rappelé la richesse présumée de la province géologique de l'Esclave, dont seulement 15% de la superficie a été cartographiée. Une assemblée spéciale aura lieu en octobre. Le gouvernement du Nunavut défend sa gestion des récents déversements de carburant. La sous-ministre de l'Environnement du Nunavut, Yvonne Niego, estime que le gouvernement territorial a communiqué adéquatement l'information auprès du public et des municipalités touchées par 2 déversements de carburant en moins d'une semaine. La sous-ministre a accordé une entrevue avec la chaîne CBC à la suite des déversements qui se sont produits à Sanikiluaq le 22 juillet et à Rankin Intel le 17 juillet. Dans un communiqué distribué par le gouvernement territorial, la Société d'énergie
Énergie Kulik a fait l'annonce du déversement de 7000 litres de diesel à la centrale électrique de Rankin Intel jeudi, soit une semaine après l'incident. Quelques jours plus tard, une erreur humaine a causé le déversement de Sanikiluaq de près de 5000 litres d'essence dans le parc de stockage de carburant situé au centre de la collectivité. La municipalité s'est rapidement mise en état d'alerte en évacuant les quelques 1000 résidents en périphérie de la communauté, et ce, même si le gouvernement territorial n'avait pas lancé d'ordre d'évacuation. Si elle avait été sur place, la sous-ministre Yvonne Niego admet que son premier réflexe aurait aussi été de protéger sa famille et de quitter Sanikiluaq par mesure de précaution. Le gouvernement territorial a fait l'annonce du déversement environ 6 heures après l'incident, alors que les résidents de Sanikiluaq étaient déjà sur le chemin du retour. Le ministère de l'Environnement a déterminé que le risque pour le public était faible puisque la vanne de la citerne d'essence était fermée et que des tampons absorbants avaient été installés au sol. Les travaux de rémédiation se poursuivent, mais le ministère de l'Environnement maintient que le risque pour la communauté est minime étant donné que le déversement s'est produit dans la zone de confinement de l'installation et qu'aucun carburant n'a été déversé hors de cette zone contrôlée. Le fil sportif. La Saskatchewanaise Carissa Norsten représentera le Canada au rugby à 7 aux Jeux olympiques. Carissa Norsten a commencé à jouer au rugby à Warman en Saskatchewan il y a 5 ans. À 20 ans, elle est aujourd'hui l'une des 12 joueuses qui représentaient le Canada au rugby à 7 aux Jeux olympiques de Paris. Le rugby à 7 a les mêmes règles que le rugby traditionnel en ce qui concerne les plaquages, les passes arrière, les mêlées et la manière dont les points sont comptés, mais le jeu est plus rapide, il n'y a que 7 joueurs au lieu de 15 et les parties ne durent que 14 minutes au lieu de 80. Carissa Norsten est la seule joueuse de l'équipe canadienne qui est originaire de la Saskatchewan. Ses coéquipières viennent de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et de l'île du Prince-Édouard. Les Blue Bombers s'inclinent 14-16 devant les Argonauts de Toronto. Un placement de 34 verges de Lirim Radulahou en prolongation a permis aux Argonauts de Toronto de se sauver avec une victoire de 16-14 contre les Blue Bombers de Winnipeg samedi soir. Avant le jeu décisif de Lirim, le botteur de précision adverse Sergio Castillo a raté une tentative de placement de 41 verges durant la première possession des Bombers en prolongation. Les Argonauts ont ainsi remporté un deuxième match de suite. De leur côté, les Blue Bombers ont subi une deuxième défaite consécutive. Ils n'ont toujours pas gagné sur la route en 4 matchs jusqu'à maintenant cette saison. Ils seront de retour à la maison pour leur prochaine rencontre jeudi face aux Lions de la Colombie-Britannique. Jeux olympiques de Paris, des triathlètes manitobains démontrent leur soutien à Tyler Mislotchuk. Une trentaine de triathlètes du Manitoba se sont rassemblés lundi soir pour démontrer leur soutien envers Tyler Mislotchuk qui participe aux Jeux olympiques pour la 3e fois. Des membres de divers clubs de triathlon ont pris part à cet événement à Oak Bluff, la communauté d'origine et lieu d'entraînement de l'athlète olympique. Tyler Mislotchuk devrait prendre part à la compétition à Paris mardi, mais la course a été reportée à mercredi en raison des inquiétudes concernant la qualité de l'eau de la Seine où se déroule la partie natation de la course. Tyler Mislotchuk s'est classé à la 15e place aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et ceux de Tokyo en 2020. Ses partisans ont hâte de le voir en action à Paris. Les Flames de Calgary renouvellent le contrat du gardien de but Dustin Wolf. Les Flames de Calgary ont renouvelé l'entente avec le gardien de but Dustin Wolf mardi d'une valeur de 1,7 million de dollars américains. Le contrat du joueur autonome avec restriction s'élève à 850 000 dollars par an sur une durée de 2 ans, mais il s'agit d'un accord bilatéral pour la première saison. L'Américain de 23 ans a affiché un bilan de 7 victoires, 7 défaites et une défaite en temps supplémentaire la saison dernière, mais a remporté ses 4 derniers départs avec le club de la Ligue nationale de hockey. Perçu comme l'espoir des Flames, Dustin Wolf a aussi joué 36 parties avec les Wranglers de Calgary au sein de la Ligue américaine de hockey avec une fiche de 20 victoires, 12 défaites et 3 défaites en temps supplémentaire. Un avant-goût olympique en plein cœur de Calgary. Le premier Festifan d'équipe Canada à Calgary a transformé l'avenue Stephen en une fête vibrante et dédiée aux Jeux olympiques de Paris. De la retransmission en direct des compétitions à la rencontre avec des Olympiens, en passant par des activités immersives, cet événement offre aux Calgariens l'occasion de célébrer le sport et de soutenir la délégation canadienne. Cet événement gratuit et familial est organisé par le Comité olympique canadien. Son objectif est de rassembler les supporters de tous âges pour créer une émulation autour des Jeux olympiques. Les visiteurs ont pu notamment s'essayer à du basketball en fauteuil roulant, de la danse breaking ou encore de la boxe, ainsi qu'à une cabine photo spéciale pour s'imaginer en tant qu'athlète olympique.
La pongiste britanno-colombienne Mo Zheng est éliminée en 16e de finale. Mo Zheng est éliminée dans les 16e de finale du tournoi individuel de tennis de table aux Jeux olympiques mercredi. La Canadienne a été incapable de s'imposer devant la Française Jia Nan Yuan et s'est avouée vaincue en 5 manches à l'Arena Paris-Sud. La 29e tête de série avait pourtant entrepris le duel avec force pour remporter la première manche 11-9. Sa rivale classée 13e a toutefois pris le contrôle de l'affrontement et a empoché les manches suivantes 11-6, 11-5, 11-4 et 11-7. En tout, Jia Nan Yuan a marqué 53 points contre 33 pour Zheng, qui a mis du temps à trouver son rythme dans cette rencontre de 40 minutes. La britanno-colombienne a pris part à 4 Jeux olympiques et à 5 Jeux panaméricains où elle a décroché 8 médailles. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boréal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.